vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Je vous souhaite la bienvenue à Connaissez-vous. Je vous souhaite également la bienvenue en ce mois de mai 2022. Nous sommes déjà le 6 mai. Il y aura 4 émissions en mai, donc émission 1 de 4. Le 6, le 13, le 20 et le 27. Alors voilà, commençons par l'émission du 6 mai. Mais déjà, ça sent le printemps, ça sent l'été qui s'en vient tranquillement. En tout cas, j'espère que d'où vous m'écoutez, il n'y a plus de neige, du moins, mais dans le nord du Québec, ça se peut qu'il y en ait encore, ça se peut qu'il ne fasse pas encore très chaud. Parce que, de mémoire, moi, quand j'étais en Abitibi, au nord-ouest, au mois de mai, là, ce n'était pas encore le temps des garden parties, comme on dit. Mais bref, je vous fais la lecture d'un article d'une dame, comme il en existe quelques-unes, mais qu'on en veut encore plein, parce que c'est le parcours d'une dame qui continue, malgré son âge respectable, de faire en sorte que les droits des personnes handicapées visuelles évoluent. Ça s'intitule « Montréal, Irène Lambert, une voix pour les droits des aveugles ». C'est un article de Lila Maître, publié le 25 février 2022 sur journalmetro.com. Le site, c'est journal.metro.com. À 91 ans, Irène Lambert continue toujours de faire valoir les droits des personnes ayant une déficience visuelle au Canada. Cette résidente de l'ouest de l'île a récemment reçu le Chris Stark Advocacy Award 2021 qui salue chaque année l'implication de Canadiens pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. J'étais très surprise de recevoir ce prix. J'imagine qu'ils ont aimé l'idée que je continue la défense des droits après toutes ces années, se réjouit Irène Lambert. Nous sommes dans les années 1970. Irène Lambert vient tout juste de revenir des États-Unis avec son second mari et ses 3 enfants, pays dans lequel elle s'impliquait déjà pour l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Alors qu'elle souhaite profiter des activités montréalaises en compagnie de son second mari, professeur au campus Loyola, elle se heurte à des problèmes en raison de sa cécité et de celle de son compagnon. Nous avions beaucoup de problèmes avec les restaurants, les taxis et les lieux publics qui n'acceptaient pas les chiens guides d'aveugles. Ellipse, on avait été habitué à être indépendant aux États-Unis, on pouvait aller partout. À l'époque, une réglementation n'existait dans la province pour garantir l'accès aux espaces publics aux personnes en situation de handicap. C'est ainsi qu'elle intègre une commission pour inciter le gouvernement québécois à changer sa législation. En 1978, une nouvelle loi est adoptée qui garantit des droits aux personnes handicapées tels que l'éducation, la santé, les logements et les espaces publics. C'est à partir de ce moment que le gouvernement québécois a commencé à donner de l'argent pour l'accès à l'école publique pour les personnes aveugles. Avant, elles ne pouvaient aller que dans des écoles privées. Au courant de cette décennie, alors que le Québec connaît de vifs changements politiques, le couple continue de s'impliquer pour le droit des personnes en déficience visuelle. Le mari d'Irène Lambert crée un nouveau programme universitaire après la création de l'Université Concordia pour sensibiliser les étudiants aux problèmes vécus
par le personnel aveugle pour la communauté. Par la suite, Irène Lambert et son mari déménagent à Montréal-Ouest. Elle découvre que le journal local, The Informer, n'était à cette époque pas accessible pour les aveugles. Elle met alors en place des enregistrements audio des articles sur cassette qu'elle envoie aux personnes en déficience visuelle. En compagnie de son mari, elle accompagne la mise en place de plusieurs initiatives pour favoriser l'accessibilité pour les personnes handicapées dans la ville. À la fin des années 1980, la Low Vision Self-Help Association est créée pour les personnes ayant une déficience visuelle dont la majorité des membres sont des habitants de Montréal-Ouest. Irène Lambert rejoint l'association dans laquelle elle est aujourd'hui toujours présente en tant que directrice. Après la mort de son mari en 1990, elle déménage dans l'ouest de l'île. De 1993 à 2009, elle préside le comité des usagers pour le centre de réadaptation M&B McKay, parallèlement à son implication au conseil d'administration de Montréal pour les aveugles. En 2000, elle rejoint l'Alliance for Equality of Blind Canadians, l'Alliance pour l'égalité des Canadiens aveugles, ce qui lui valut en 2010 le CAD Award, qui salue son implication. Localement, elle se fait porteuse de voix pour plusieurs causes, notamment pour améliorer certains aspects de la circulation dans la ville. Cela a amené la législation interdisant le virage à droite pendant les feux rouges à Montréal. Aujourd'hui, elle continue à défendre les droits des personnes en situation de handicap. Si de nombreuses améliorations ont vu le jour au fil des décennies grâce à des réglementations et à de nouvelles technologies, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne les logements abordables et accessibles, la circulation urbaine et les espaces publics. Elle se réjouit que de nouveaux groupes continuent de défendre les droits des personnes en situation de handicap. Quand on travaille dans la défense des droits, on ne gagne pas à chaque fois, même si parfois c'est le cas. Cela prend du temps. Les personnes qui travaillent doivent avoir beaucoup de patience. Ellipse. C'est un petit peu à chaque fois, conclut-elle avec philosophie. Alors bravo à cette dame sur qui on devrait prendre exemple et des fois se demander un peu comment on peut s'impliquer et pas juste se le demander, mais prendre le téléphone ou l'Internet et puis appeler des associations dans lesquelles on aurait le goût de s'impliquer et d'offrir nos services. Et souvent, les associations ont besoin de bénévoles, ont besoin de gens qui s'impliquent et souvent, une fois rendu dans l'organisme, une fois qu'on la connaît mieux, bien, on peut se hisser à d'autres paliers où on a besoin de nous, puis offrir notre aide. Alors voilà, et maintenant, on passe à notre entrevue. J'ai très hâte de vous présenter cette dame. C'est une dame de l'Abitibi. Vous savez que je viens de là, moi aussi. C'est une dame qui est passée par toutes sortes de péripéties dans sa vie et qui a décidé, entre autres, de nous laisser son témoignage pour faire connaître plus en profondeur sa vie à ses enfants. Cette semaine, on jase avec Lise Gagnon. J'aurais aimé ça au cours du projet, connaissez-vous, faire un plus grand tour du Québec. Ça n'a pas toujours été possible, ça n'a pas toujours été facile de recruter des gens de partout, mais vous savez que moi, je suis de l'Abitibi
Et oui. mon invitée d'aujourd'hui aussi. Alors, je vous la présente. Elle s'appelle Lise Gagnon. Tout d'abord, bonjour, Madame Gagnon. Bonjour. Et merci de participer, vous aussi, à votre tour à Connaissez-vous en tant que personne de l'Abitibi. Et d'ailleurs, je suis un peu curieux. Vous, est-ce que vous êtes né en Abitibi? Oui, je suis née le 28 septembre 1953 à Rouyn-Noranda sur la rue Lapointe. Ah, d'accord. Hey, puis vous êtes en plus pas très loin de moi en septembre. Là. Moi, je suis début octobre. Moi, je suis 3 octobre. Okay. C'est qu'on est 2 balances, là, si je calcule bien. et moi, je suis né à l'hôpital de Lassar, moi. Ça fait OK, moi, c'est à l'hôpital de Rouen. D'accord. En tout cas, on est de la même région, hein. Ça fait que... Oui. C'est super. Et vous, est-ce que à la naissance, est-ce que vous aviez déjà un problème de vision? Moi, j'étais atteinte de cataracte glaucome congénitale. OK. Et je souffrais aussi de strabisme nystagmus. Oh, OK. D'accord. Ça fait que vous avez été gâté, là. Oui. J'ai eu pas mal le gros lot. Et ça, est-ce que vous, quand vous étiez enfant, est-ce que ça vous a beaucoup atteint? Est-ce que vous avez des souvenirs de votre enfance? Un petit peu, mais ma mère me racontait que quand j'étais petite, il s'amusait avec moi parce que quand il m'appelait, qui était dans une autre pièce, moi, je me couchais par terre, puis j'écoutais la vibration du plancher, puis j'allais direct les retrouver. Ah, par la vibration du plancher. Oui, puis ma mère, elle était descendance indienne, puis elle me racontait que les Indiens, quand ils voulaient savoir d'où venaient les coups de tam-tam, ils écoutaient comme ça sur le sol. OK. Et elle croit que c'est à cause de ça que je faisais toujours ça, pour trouver les gens dans la maison. OK, ça que ça vous aidait, ça? Oui. OK, hey, c'est quand même intéressant. Mais chez moi, on avait un poêle à bois, puis ma mère avait toujours peur que je me brûle. Nous étions une famille de 12 enfants, dont 9 vivants, parce qu'il y en a 3 qui sont décédés bébés. OK. Et moi, j'étais dans le milieu de la famille, 4 plus vieux, 4 plus jeunes. J'avais 7 frères et une sœur. Oh là là, il y avait du garçon là-dedans, là. Pardon? Il y avait beaucoup de garçons pour le nombre. Oui, oui. Oui, il y avait 2 filles de décédées et un garçon de décédé à ce moment-là. OK. Et moi, on m'avait dit aussi dans le temps que j'étais aveugle parce que mes parents étaient cousins germains. Oui, ça arrivait plus souvent dans ce temps-là, hein? Oui. En tout cas, c'est ce que le médecin avait dit dans le temps, que c'était à cause de ça que j'étais handicapée visuelle. J'avais mon frère le plus vieux. Lui, il avait une cataracte sur un œil, mais l'autre œil, il voyait parfaitement, là. OK. Moi, jusqu'à 4 ans, j'étais aveugle totale. OK. C'est que c'était vous la plus atteinte là, de problèmes de vision, là. Oui, c'est ça. OK. Puis là, vous dites... dites... à l'âge de 4 ans, excusez-moi, à l'âge de 4 ans, mes parents ont décidé de m'envoyer à Montréal pour me faire opérer à l'hôpital Sainte-Justine pour me faire enlever les cataractes parce que le médecin avait dit que c'était possible. OK. Alors, j'ai été opérée à 4 ans, sauf que dans ce temps-là, ils ne mettaient pas de lentilles en arrière de l'œil et ça n'a pas donné grand-chose, là. Je voyais un petit peu, mais presque pas. Dans le temps, il disait à peu près 2 de vision. Oui, OK. Mais vous avez... avant, vous ne voyiez rien du tout. Ça fait que ça vous a donné comme un 2 après la chirurgie. Après la chirurgie, j'imagine que tout le monde s'attendait à mieux, mais pour vous, c'était quand même ça, là. Vous avez eu... mais ça a été très décevant pour mon père. Lui, il m'a complètement mis de côté parce que j'étais resté aveugle. Pour lui, là, j'aurais été supposée de voir parfaitement comme mes frères et ma sœur. Alors, pour lui, ça a été fini, là. Il voulait plus rien savoir de moi. Dans ce temps-là, c'était pas pareil, hein, la perception que les gens avaient des personnes handicapées, même dans les propres familles, hein, c'était pas... Ah non, c'était assez spécial. Alors, même à l'âge de 4 ans, après ma chirurgie des yeux, j'ai eu un accident. Je jouais avec ma sœur à l'extérieur. Elle
elle me guidait toujours par la main. Et nous sommes montés sur une espèce de petit chemin de bois que mes frères avaient fait pour promener leurs autos. Et il venait de pleuvoir, puis moi, j'ai glissé, je suis tombée à côté, puis ma soeur est tombée sur moi. Oh. Mais comme elle avait 50 plus, ben je me suis fracturé une jambe à 3 endroits. Et j'ai été dans le plâtre longtemps, parce que dans ce temps-là, là, il y avait, c'est pas comme aujourd'hui, hein, il y avait pas les soins comme qu'il y a aujourd'hui, là, dans les années 50. Non, dans ce temps-là, il nous réparait un peu comme, comme il C'est ça, pouvait. puis Hein? je savais pas trop ce qui s'était passé non plus. Mais à la suite de cet accident-là, beaucoup plus tard, j'ai eu des gros problèmes à la colonne vertébrale. OK. Donc, ça a eu Oui. des répercussions là, Oui, fâcheuses. oui. Et est-ce que vous avez pu aller à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé à ce Non. niveau? Non. Ce qui s'est passé à l'âge où je pouvais aller à l'école à l'âge de 7 ans, ma mère m'a emmenée avec elle à l'école pour pouvoir m'inscrire. Et c'était une religieuse qui était la directrice, puis elle a dit à ma mère, elle a dit, c'est pas une école pour les aveugles, on l'apprend pas ici. OK. Tout ce qu'elle a accepté de faire, c'était que ma mère m'apprenne mon petit catéchisme pour que je puisse faire ma première communion. Les C'est tout. sacrements à l'église, puis tout ça, là. C'est ça. Mhm, Oui. mhm. Et le prêtre qui venait régulièrement à la maison, quand il venait, moi je m'en souviens encore, il me semble que j'entends encore sa voix qui disait vous êtes en état de péché mortel, vous, parce que vous avez mis un enfant aveugle, puis votre fille parce qu'elle est aveugle, alors venez à la confesse. C'était, pour lui, là, c'était comme péché, là, ce que ma mère avait fait, puisque moi, j'étais dans cet état-là. C'est ça, hein? La mentalité était vraiment différente dans ce temps-là. Hein? Ah, c'était très difficile. Parce que là, même si votre mère allait à la confesse, là, je veux dire, ça Ça n'aurait rien changé dans ce cas-là, là. C'est ça, ça ramenait rien à personne, là. Non, absolument pas, mais les prêtres avaient des drôles de principes dans ce temps-là, là. Des drôles d'idées. Oui, puis il y avait quand Ils même, étaient sévères. il y avait une certaine, il y avait une certaine pression sur les gens, là. Il y avait, c'était eux Oui. qui menaient, là. C'était eux qui décidaient pas mal. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez gardé de souvenirs comme ça? Ça devait être pas drôle, ça devait Ben, ça a été pas mal négatif, là, aller jusqu'en, je dirais, 1991, parce que j'allais pas à l'école. Alors, les enfants qui passaient devant chez moi, mon père m'avait fait une balançoire à côté de la maison. Ma mère ou ma soeur venait m'asseoir là pendant la journée. Et quand les enfants passaient pour l'école, ben, ils me criaient, ah, regarde la coque-l'œil, regarde la Vogue à Gagnon, elle va pas à l'école, elle, parce qu'elle est folle. On me traitait de folle parce que j'étais à la maison. C'est ça. Ça a été assez traumatisant, ces temps-là, là. C'est ça. Hein, c'est là que, comme je le dis, hein, il y avait rien comme aujourd'hui, là. C'est les Absolument pas. les handicaps, ils étaient quasiment tous rapportés à la folie ou au Ben, manque c'est ça, on d'intelligence. était considérés quasiment comme des monstres, là. C'est ça. Moi, c'était mon cas, parce que quand on me regardait, j'avais pas des beaux yeux, là. Mes yeux bougeaient toujours, puis ils étaient vraiment croches. Alors, c'est ce que les gens voyaient et pensaient de moi, là. Et se gênait pas pour vous le dire. Ils se gênaient pas. Non. Même des adolescents, là, c'était pareil. Ah, mais Ils les criaient enfants, des bêtises. les enfants puis les adolescents sont, on dit ça souvent, là, sont méchants, tu sais, ils sont. Oui, oui. Quand ils peuvent descendre quelqu'un, ils le font. C'est ça, puis des fois, c'est même pas par. C'est pas foncièrement toujours par méchanceté, mais c'est ce qu'ils ont appris eux autres aussi de leurs proches, de leur famille, de leur entourage, hein, c'est ça. C'est justement. Une chance que ça change un peu avec le temps, hein. Oui, puis ma mère, elle répétait toujours aussi, année par année. À chaque année, elle disait, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mettre au monde un enfant aveugle? Ça, elle l'a tellement répété, là, que j'avais cette chanson-là en tête quasiment à longueur de jour. Puis moi, dès l'âge de 7 ans, je voulais aller à l'école. Parce que quand mes frères partaient pour l'école, je pleurais pour y aller, moi aussi. Mais je comprends, ben oui, faire comme les autres enfants. Oui, puis ma mère, elle me répétait toujours, tu peux pas, t'es aveugle. Un jour, je lui ai dit, j'ai dit, qu'est-ce que c'est de voir, maman? Oui. Elle n'a pas pu me répondre. Elle a dit, je peux pas te répondre, je sais pas comment t'expliquer.
Ben c'est ça, parce que c'est difficile de concevoir que les autres voient, nous, on voit pas. Ça nous empêche de faire plein de choses. On se fait crier des bêtises. On se fait... tu sais, c'est comme... c'est pas évident, tout de saisir ça, là. Non, vraiment pas. C'est des choses qui nous ont resté dans la tête par la suite, là. Je comprends. Ça n'a pas aidé pour notre développement. Mais moi, j'avais beaucoup de volonté, puis j'étais déterminée un jour à aller à l'école comme les autres. Et est-ce que c'est arrivé? Oui, c'est que en 90, 91. En 90, j'ai eu une amie, c'est-à-dire c'était la cousine, une de mes cousines, qui me connaissait puis qui trouvait ça dommage que je puisse pas aller à l'école et avoir des amis comme les autres. Alors, elle avait une de ses amies qui avait une association pour handicapés. Puis elle voulait que je fasse partie de l'association, mais elle savait le caractère de ma mère, qu'elle ne voulait rien savoir de me laisser sortir de chez moi. Alors, ce qu'elle a fait, elle l'a appelé chez moi pour dire à ma mère qu'elle s'en venait à la maison pour nous visiter, mais elle n'a pas dit qu'elle était avec ma grande amie qui est devenue par la suite Claudette. Elle lui a pas dit qu'elle était avec elle. Puis quand ils sont arrivés à la maison, à ce moment-là, Claudette lui a parlé de son association pour handicapés, pour que je puisse faire partie de ça, puis avoir des activités comme les autres. Elle lui disait qu'il y avait des soirées, des repas, des soirées de danse, des fêtes de Noël, d'Halloween, tout ça, et qu'il y avait des voyages l'été qui s'organisaient. Au départ, ma mère n'était pas d'accord, puis là, la dame, elle a dit c'est votre fille a décidé, elle est assez vieille pour prendre cette décision-là, et moi, je me sens empressée de dire que c'était oui, je voulais faire partie de l'association. Parce que là, si je comprends bien, quand vous étiez jeune, il n'y avait pas de possibilité pour l'école parce qu'il n'y avait pas d'école adaptée. Adaptée, non. Mais là, même quand il s'agissait d'une association pour personnes handicapées, votre mère était pas d'accord non plus. Ah non, elle était très réticente. Elle avait peur qu'il m'arrive quelque chose. Qu'il vous arrive malheur, ben oui. Elle ne voulait pas du tout que j'aille là. OK. Mais là, c'est ça, en 90, 91, vous étiez rendu à 40 ans, à peu près? Non, j'avais pas loin de 18 ans, là. J'avais 17 ans, je crois. Ah, OK. Oui. Mais c'est ça, vous étiez en âge de décider, vous avez décidé que c'était oui. Ça. Et là, j'en avais assez, là. Je voulais y aller, là, puis c'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous avez fait, puis votre mère vous a laissé faire avec beaucoup d'inquiétude, j'imagine? Oui, avec beaucoup elle était réticente, mais elle m'a laissé quand même aller. Puis c'est mon père, le matin, qui me conduisait en auto là-bas, qui venait me reconduire par la main jusqu'à la porte. Et lui, il aimait pas tellement ça, parce qu'il fallait, à chaque fois qu'elle travaillait, il fallait qu'il vienne me reconduire, me rechercher après le travail. Puis je passais la journée complète là-bas. Il y avait toutes sortes de cours qui se donnaient, puis moi, j'étais vraiment heureuse, là. J'étais contente de sortir de chez moi, enfin, de pouvoir vivre un peu comme les autres. Mais là, il y avait que des handicapés visuels ou il y avait d'autres? Non, c'était handicapé physique et visuel. Il y avait un monsieur qui est handicapé visuel qui demeurait là sur place. Et grâce à lui, c'est lui qui m'a appris l'heure, qui m'a appris à lasser mes souliers. Il m'a appris à marcher avec une canne blanche que j'avais jamais eue d'ailleurs, et j'ai fait beaucoup de chutes à cause de ça. Il m'a fait découvrir un peu le braille, les jeux de cartes en braille, les jeux pour aveugles, tout ça. On s'amusait toutes les deux à jouer à plein de jeux. C'était vraiment agréable. Puis le soir, on avait des cours. On avait des cours d'artisanat. J'ai fait du métier à tisser. J'ai appris tellement plein de choses. Là, on faisait de la poterie, on faisait tellement de choses, de l'artisanat. C'était vraiment agréable. Parce que là, si je comprends bien, encore une fois, c'est que ils vous ont appris des choses très basiques. Là, vous parliez de lasser vos souliers. Ça veut dire que ça, oui. Même à votre domicile, il y a personne qui vous montrait rien. Non, ma mère, elle m'a habillée jusqu'à l'âge de 9 ans, puis après, je me débrouillais comme je pouvais toute seule, là. OK. Parce que ma mère, elle avait tellement de grosse famille qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper de moi. Ben, c'est sûr qu'il y avait une grosse famille, mais c'est pendant ce temps-là, vous étiez comme vraiment laissé à vous-même, là. Oui.
C'est que je comprends que l'arrivée de l'association dans votre vie, ça a dû être quand même quelque chose. Ça a beaucoup aidé. Ben oui, je Et comprends. ce qui est arrivé aussi, avant que je rentre dans l'association, ben mes frères et ma sœur, ils avaient honte de moi. Quand ma mère lui demandait de m'emmener avec eux, que ce soit aller magasiner ou sortir dehors, ben c'était toujours « Oh non, on veut pas être embarrassé d'elle, on veut pas avoir honte d'elle », fait qu'ils voulaient pas m'emmener. Et il le disait, vous l'entendiez, là. Ah oui, il le disait devant moi, là. OK. Oui. Eux autres, ils savaient pas jusqu'à quel point ça pouvait nuire, mais ça l'a nuit beaucoup à ma personnalité puis à ce que je vivais à l'intérieur, là, finalement. Ben, il pouvait pas même s'imaginer à quel point que ça pouvait être blessant, puis se mettre dans votre peau, là, ça, c'était hors de question, là. C'était comme... Je crois qu'ils l'ont pas réalisé. OK. Et là, vous alliez comme souvent, c'est que là, l'association, il y avait des activités à tous les jours, c'était... Oui, okay. Du lundi au vendredi. OK. Et l'été, ça c'était l'hiver, puis l'été, nous avions des voyages organisés par le groupe, là. C'était Claudette qui organisait les voyages, mais c'était des pèlerinages au Cap-de-la-Madeleine, à Saint-Anne-de-Beaupré, à l'Oratoire Saint-Joseph. On allait un peu partout comme ça, là. Et le premier voyage, ma mère était vraiment pas d'accord, mais vraiment pas. Puis finalement, je l'ai convaincue, puis je suis partie quand même. Ben c'est ça, j'allais dire, là, votre mère, là, déjà de vous laisser aller à l'association. Ah, mon Dieu. Ça a été déjà un gros... Oui. C'est que le premier voyage... La deuxième été, quand j'avais 18 ans, ma deuxième été, on a fait 46 jours de camping avec un petit Volkswagen que mon amie Claudette avait, puis une tente. Et nous étions 3 handicapés plus celle qui conduisait l'auto. Et on a fait 46 jours à camping. C'est un peu mois, partout, là. C'est un mois et demi, ça, là. Hey, c'est long. Ouais, c'est tout un défi. Puis j'ai appris tellement dans ce temps-là. J'ai découvert la nature. J'ai découvert plein de choses, là. J'ai rencontré des gens qui ont été très gentils avec moi. C'est sûr que j'étais timide, retirée pas mal. J'avais pas d'instruction, alors je me mêlais pas trop aux autres, mais les autres venaient quand même me parler. Puis les gens étaient tous très gentils avec moi. C'est ça, là, vous étiez accepté, là, même si, dans le fond, c'est que vous avez tout appris, mais plusieurs années plus tard, dans le fond, là. Oui, c'est ça. Oui. Même faire le social, là, rencontrer des gens, ça a dû être beaucoup plus bénéfique, là, rendu là, que quand vous étiez tout petite, là. Ben, c'est ça. C'est justement... Je comprends. C'est difficile d'imaginer ça aujourd'hui, là. Plus. Mais... oui, excusez, allez-y. Quelques années après, c'est-à-dire pendant que j'étais à l'Association des Intrépides, il y avait un travailleur social qui venait nous donner des cours comme moi, m'avait commencé à m'apprendre le dactylo. Lui, il était aveugle aussi, puis il était allé à Nazareth. Puis il voulait vraiment m'aider, fait qu'avec le monsieur qui était aveugle là-bas, puis les Claudette La Rochelle, eux autres, ils ont fait des démarches pour que je puisse aller à l'Institut national canadien des aveugles, l'INCA. Oui. Pour suivre des cours de réadaptation, mais moi, c'était vraiment de l'adaptation, là, c'était pas de la réadaptation. Il fallait que j'apprenne tout en dernier. Comme du début, là, vraiment, ben oui. Dans retardement. Puis, finalement, j'ai été acceptée, mais on n'en avait pas parlé à mes parents. Quand j'ai eu les papiers en main, comme quoi que j'étais acceptée, que je pouvais aller là-bas, je suis arrivée à la maison un soir, j'ai mis les papiers sur la table, j'ai dit, je pars à Montréal pour suivre des cours pour les aveugles. Ma mère était vraiment révoltée. Là, elle a dit à mon père, empêche-lui de faire ça. Mon père a dit, j'ai seulement qu'une 3e année de scolarité. De toute façon, elle n'a pas besoin d'aller à l'école qu'elle reste ici. OK. Et ma mère, elle, ne voulait pas, malgré que ma mère, elle avait fait 1 an d'enseignement avant de se marier. Elle était enseignante, elle. Mais elle n'a pas compris le besoin que j'avais. Alors, je suis partie quand même. Ah, vous êtes partie quand même? Ah oui, je suis partie, même si ma mère faisait une crise, non, j'ai fait ma valise, puis je suis partie. J'ai pris l'autobus,
tout ça. Ben, non, cette fois-là, c'était pas l'autobus, c'est vrai, c'est mon amie Claudette qui était venue me reconduire dans une... je devais vivre en famille d'accueil, puis finalement, la famille d'accueil ne voulait plus m'accueillir. Alors, l'INCA m'avait trouvé un endroit, c'était une maison de pension. Mais j'ai vraiment vécu un cauchemar à cet endroit-là. Oh non. Parce que la dame qui avait cette maison de pension-là, elle venait donner les repas, mais elle n'était pas là dans la journée puis le soir. Fait que moi, je me retrouvais avec des personnes âgées. Moi, j'avais ma chambre au sous-sol, puis eux autres qui étaient en haut. Il y en avait 3 en haut. Puis, quand je montais, des fois, je montais pour pouvoir téléphoner à mes parents chez moi. Et on me faisait des crises épouvantables. Ils me criaient après, ils me faisaient peur. C'était terrible. Moi, j'ai vécu l'enfer. Il y a des nuits, je dormais pas tellement j'avais peur d'eux autres. Ils étaient vraiment violents. Puis à ce moment-là, j'en ai parlé à l'INCA parce que là, j'étais plus capable d'endurer ça. Là, j'arrivais fatiguée le matin parce que j'avais pas dormi. Ben, je comprends. Alors là, à ce moment-là, le monsieur de l'INCA s'est arrangé pour me trouver une autre maison. Et là, c'était une famille d'accueil. La madame, elle avait 4 filles, puis un garçon. Puis là, son garçon était parti de la maison. Fait qu'elle m'a pris en famille d'accueil. Puis elle avait une fille qui était aveugle. Oh. Sa fille à elle, il y en a une qui était aveugle. OK. Fait que on s'est liés d'amitié, moi puis elle. Puis cette année-là, j'ai été vraiment bien. Là. J'ai vraiment vécu une belle année. Parce que là, au début, j'ai eu peur. Je pensais que vous aviez pas pu y aller, mais vous avez été quand même très forte de caractère pour tenir tête. J'avais du caractère pas mal, oui. Hein, malgré. Folle. Ben oui, je comprends. Puis, tu sais, tenir tête à vos parents, leur faire part de ce que vous aviez envie, de vos besoins, tu sais, oui. que c'était pas pareil comme non plus vos parents, tu sais, de votre père, tu sais, qui avait pas eu beaucoup d'instructions, puis que c'était correct pour lui, puis que vous, c'était différent, puis votre handicap c'est en ça. plus, puis toutes les choses pas faciles de partir d'une région pour aller à Montréal quand même, hein, puis de se ramasser dans... C'était pas mal épeurant, je veux dire. Le soir que mon ami m'a laissé dans la fameuse maison de pension, j'ai pleuré toute la soirée parce que j'ai même ouvert la porte puis j'ai crié « Reviens me chercher, je veux pas rester ici ». J'avais tellement peur, là, que Ben oui. je me retrouvais tout seul, sans mes frères, sans ma soeur, sans mes parents. Mais je me suis dit à moi-même, il faut que je reste, il faut que je fonce, il faut que je fasse de quoi de ma vie, finalement. C'est ça, parce que votre famille, ça demeurait une sécurité, mais c'est pas là que vous auriez pu avancer, là, vraiment, dans vos apprentissages. Jamais. C'est non. ça. Et, puis, ouais, allez-y. Après Nazareth, c'est-à-dire après l'INCA. Mais ça a été bien quand même à l'Institut, à l'INCA, oui, ça? Ça a très bien été. J'ai appris pas mal de choses. Ben, premièrement, une affaire assez spéciale qu'ils me montraient. Ils m'ont appris à marcher droit parce que moi, je voyais un petit peu la lumière. Fait que j'avais toujours la tête en arrière, puis je marchais les bras en avant de moi. Puis là, ils m'ont dit, il faut que tu apprennes à marcher droit. Fait qu'on me mettait un bottin téléphonique sur la tête. OK. Fait que là, j'ai appris à marcher comme il faut. Puis, on me donnait toutes sortes de cours, là. J'avais un petit peu de braille, malgré que je pouvais ni lire ni écrire, mais j'avais du braille, l'alphabet, finalement. Mais je l'ai développé très vite parce que j'avais les doigts très développés, là. Oui. Vu que c'était de naissance. Puis, j'ai eu beaucoup de cours qui m'ont beaucoup aidé, là, faire la nourriture. On avait un cours de natation, on avait un cours de conditionnement physique. On avait plein de cours. Ils ont commencé à m'apprendre aussi, pas les mathématiques, mais apprendre à compter sur on avait des claviers spéciaux, là, des tableaux avec des petits boutons qui étaient comme, comment je pourrais vous dire ça? Ça ressemblait à un clou, mais c'était sur un côté, c'était surélevé. Puis on comptait avec ça. Oui, sur une tablette avec des qu'on rentrait les petits oui. dedans, là. Mm-hmm. C'est ça. Puis de façon qu'elle était placée, ben ça disait si c'était 1, 2, 3, c'est comme ça. C'est là. ça, on le changeait de position pour changer de chiffre, là. Mm-hmm. Changer le chiffre. Fait que ça, ils l'ont fait malgré qu'eux autres, ils ont été un petit peu en dehors de ce qu'ils devaient faire avec moi parce que c'était vraiment juste de la réadaptation. C'était des gens qui savaient lire, écrire,
qui était allé à l'école, mais qui avait perdu la vue, soit d'une maladie ou un accident. Mais moi, c'était vraiment la base que j'apprenais. Oui, ben oui, c'est Fait ça. qu'ils sont allés un petit peu au-delà de ça. Puis là, le directeur de l'INCA, il a demandé une bourse pour moi pour que je puisse continuer mes études. Parce OK. que moi, je voulais pas que ça finisse. Là, je lui ai dit, je veux pas que ça s'arrête là, je veux continuer. Malgré que j'étais bien gênée, je lui ai dit. Mais vous aviez un besoin fondamental de continuer d'apprendre. Oui. Puis là, il m'a présenté un professeur qui pouvait m'enseigner, mais là, je devais quitter la maison de pension où j'étais. Les autres ne pouvaient plus me garder. Alors là, je suis allée habiter, j'avais le plus vieux de mes frères habitait à Longueuil dans ce temps-là. OK. Et il a accepté de me prendre chez lui pendant quelques mois. Fait que je suis allée là, mais je devais prendre le métro-autobus que j'avais appris à l'INCA à me déplacer avec une gaine blanche. Ah, mais quand même, là, le métro, c'est pas rien, là. Oui, puis je devais aller jusqu'à Nazareth. On m'avait appris le trajet. Je devais aller là parce que la professeure qui me donnait les cours, elle avait pas de local pour ça. Fait que là, Nazareth, la directrice, elle a accepté de prêter un local pour me donner des cours à cet endroit-là. OK. C'est que Alors, je suis allée là. ils ont été accommodants, là, pour vous permettre de continuer vos Oui. cours. OK. Mais j'ai fait à peine un an avec elle. Ça allait vraiment pas bien. Puis, à un moment donné, la religieuse s'en est aperçue. Alors, parce que je pleurais souvent après qu'elle était partie, parce que la dame en question était vraiment bête, là. Elle me serrait les bras, elle me criait après. C'était vraiment pas une bonne enseignante, là. Elle était vraiment bête avec moi. Avait pas de patience. Du tout, non. Puis, je pense qu'elle était pas faite pour l'enseignement, en plus. Ouais, c'est plate à dire, hein, mais c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. C'est ça. Fait que à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, c'est que Nazareth, ils ont décidé de me prendre comme pensionnaire parce que là, mon frère voulait plus me garder chez lui. OK. Ça fait que je suis allée habiter directement à Nazareth, mais sur le côté des religieuses, pas sur le côté des étudiants. OK. Ça, ils n'étaient pas d'accord, là. OK. Fait que j'ai continué à cet endroit-là. Puis, à un certain moment donné, quand ça fonctionnait plus du tout avec l'enseignante en question, là, j'étais vraiment découragée parce que je devais quitter l'Institut, m'en retourner en Abitibi. Ça fait que je pleurais beaucoup. Puis là, il y a une religieuse qui est venue me voir. Elle dit, je vais aller chercher son parent. C'était la directrice de l'Institut. Elle est allée la chercher. Puis là, je lui ai expliqué ce qui se passait. Et puis, je lui ai dit que je voulais pas partir, que je voulais continuer à étudier, que moi, c'est important. Mais là, elle m'avait dit, nous autres, on prend des enfants, on prend pas des adultes. J'avais à ce moment-là 20 ans. OK. Mais là, elle a dit, on va faire une exception vu que tu es vraiment décidé à apprendre. On va te garder ici. Et puis, tu vas pouvoir apprendre à lire et à écrire comme les autres. Fait que j'étais vraiment heureuse de ça, là. Puis j'allais voir mes parents dans le temps des fêtes, puis l'été. C'est sûr que ma mère, elle voulait que je retourne chez moi, mais moi, c'était tout le temps non. Je ne voulais pas retourner à la maison. Elle voulait que vous reveniez parce que oui, oui. elle aurait préféré quand même que vous soyez près d'elle dans Oui, c'est votre ça. famille. C'est Encore ça. une fois, sans vraiment comprendre là, toute l'importance que vous vouliez apprendre, là. Ah, c'était tellement important pour moi. Mhm. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je continuais quand même. Puis ma mère aussi, elle avait, vu qu'il était cousin germain, elle avait une cousine qui avait eu 3 enfants aveugles, puis elle les avait placés à la Nazareth. Puis elle a toujours dit à ma mère qu'elle l'avait regretté parce que les enfants n'avaient pas voulu retourner avec elle. Je pense que c'est ça qui n'avait pas aidé ma mère non plus à me OK. laisser partir. Mhm. En tout cas, une chance que vous avez persisté, une chance que vous avez insisté beaucoup pour pas vous laisser influencer non plus, hein, parce qu'une fois qu'on a réussi à quitter, qu'on a réussi à entreprendre quelque chose, hein, on veut poursuivre, on veut aller au bout Ah oui, de ça. oui. Mhm. Oui. Je voulais pas abandonner. Non, je comprends. Ça Puis, vous a- j'ai été 2 ans à Nazareth après, parce que à un moment donné, quand l'enseignante qui était bête avec moi est partie,
Ben là, j'ai eu des professeurs directement de l'École Nazareth. Mais la première fois qu'ils m'ont donné un professeur, c'était en première ou deuxième année. Je me souviens pas, c'était avec des jeunes enfants, là. Puis on m'avait donné un petit pupitre d'enfer avec une petite chaise d'enfant. Ah, là, j'étais tellement humiliée, là, c'était épouvantable. J'avais de la misère à m'asseoir sur cette petite chaise-là. Ben oui, franchement. Puis à un moment donné, la professeure, elle s'en allait des fois, puis elle nous disait de travailler ensemble entre nous autres, puis qu'on fallait se poser des questions sur ce qu'on apprenait. Mais là, les enfants se mettaient tout autour de moi, puis là, ils me posaient des questions, puis moi, la majorité du temps, je pouvais même pas répondre parce que j'avais pas appris ce qu'ils avaient appris. Fait que eux autres, ils riaient de moi. Puis pourtant, c'était des aveugles, mais ils riaient. Parce qu'ils disaient, une grande comme ça qui est pas capable d'apprendre ça, voyons donc, on le sait, nous autres. C'est ça, ouais. Il était pas encore là dans votre... il comprenait pas, il était pas dans... Il comprenait pas votre situation, là. Non, il était pas dans ma situation du tout. Eux autres, ils étaient à l'école depuis tout petit, Ben, là. Fait qu'ils c'est comprenaient pas ça. Mm-hmm. Fait que moi, quand j'ai vu ça, je voulais encore repartir. J'étais découragée. J'ai dit, oh non, je pourrais pas continuer comme ça. Ça n'a pas de sens, là, avec des enfants. Puis j'étais un adulte. Fait que j'ai voulu partir. Puis encore là, la mère supérieure, ben, elle m'a dit, regarde, elle dit, on va te garder ici. On va te mettre dans une classe adaptée. C'était une classe où il y avait des enfants qui étaient aveugles, mais qui avaient d'autres handicaps. OK. Et c'était pas une grosse classe. L'enseignante était très gentille. Puis, je suis allée là pour la fin de mes études, finalement, à Nazareth. Et ça a été plus convenable, là? Ça a bien fonctionné? Oui, ça a bien fonctionné, mais j'ai pu rester seulement 2 ans à Nazareth. OK. Alors, j'ai à peine fait ma première année. Je sais même pas si c'était comme reconnu comme étant une première année. Là, j'ai pas eu de rien pour me prouver ça, là, pas de bulletin, rien. OK. J'ai dû partir parce que à un moment donné, il y a une jeune fille de Nazareth qui a fait une tentative suicidaire. Et c'est moi et une autre fille qui l'ont sauvée. Au moment où il a voulu se jeter en bas du 3e étage, s'était pendu à une corde. Puis c'est moi puis ma copine qu'on l'a sortie de là, parce que si elle jetait dans le vide, c'est sûr qu'elle se tuait. Là. C'était fini, mais oui. Puis elle nous a menacé que si on parlait, qu'on était pour nous tuer avec elle, là, finalement. Fait qu'on n'a pas parlé ni l'une ni l'autre. Mais une semaine après, moi, j'étais partie avec une intervenante pour m'acheter des vêtements. Puis quand je suis revenue, elle était à l'hôpital, puis elle était mourante. Elle s'était vraiment lancée cette fois-là dans le vide. Elle avait refait une autre tentative. Oui. OK. Puis elle est décédée. OK. Alors moi, je suis restée comme... Je me sentais coupable de ce qui était arrivé. Alors, ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis à faire des cauchemars. J'étais vraiment nerveuse, angoissée. Puis là, ils m'ont fait voir par un psychologue. Et puis ça m'a aidé aussi à comme vider un peu le trop-plein que j'avais eu de mon enfance, de ce que j'avais vécu finalement dans ma vie, là. OK. Ça m'a aidé aussi pour ça, mais ça m'a beaucoup aidé sur le plan de cette fille qui s'était suicidée à l'école. C'est ça, hein, parce que faut pas se tenir responsable de ça, surtout que elle vous avait menacé de représailles assez sévères si vous parliez, là, quand même, tu sais, ça fait c'est ça, puis ce que j'ai su par la suite, c'est que ça faisait sa 3e tentative de suicide. C'est ça, c'est pas la première fois. Ça c'est rare que ça commence à partir de ce moment-là. Non, elle avait 18 ans, puis elle était vraiment déterminée. Elle n'acceptait pas son handicap qu'elle voulait quitter, là. C'était définitif pour elle, là. C'est ça, ben il n'y avait pas d'autre chemin. OK. Puis, ce qui est arrivé après, c'est que pas longtemps avant que je quitte l'école, il y a une dame qui est venue nous faire une conférence à l'école parce qu'elle avait un chien guide. Et moi, j'avais entendu parler des chiens guides parce que à l'âge de 16 ans, moi, j'avais eu un chien à la maison, je pense que c'est à partir de l'âge de 12 ans. Un de mes frères, il avait emmené un chien chez nous. Puis, c'était un berger allemand collé. Puis moi, j'étais tout le temps avec lui. Je me promenais dans la cour, je mettais ma main sur son dos, puis il me promenait. J'étais souvent avec lui. Je lui parlais, je le flattais. C'était mon ami, c'était mon grand ami. Il est décédé pas longtemps après.
Puis à l'âge de 16 ans, ma mère m'a raconté qu'il y avait des chiens qui existaient pour les aveugles, ça s'appelait des chiens guides. OK. Et encore là, je me suis dit, un jour, j'en aurai un, moi aussi, un chien guide. Quand la dame est venue donner sa conférence, après, elle a dit, s'il y en a qui sont intéressés, venez me voir, puis je vais vous expliquer les démarches à suivre. Alors, je suis allée la rencontrer. Elle m'a donné le numéro de téléphone d'une dame. Dans ce temps-là, on allait aux États-Unis, à Rochester, Michigan. C'est ça, il n'y avait pas encore de chiens au Québec là, dans ce temps-là. Non, Nazareth, pas Nazareth, excusez-moi, Mira n'existait pas. Ben non. Fait que là, je suis allée parler à cette dame-là. J'ai rentré en contact avec la dame qui nous accompagnait parce qu'on n'allait pas là seul. Elle faisait des groupes de 7 Canadiens français là, qui parlaient pas anglais. Puis elle venait avec nous, puis c'est elle qui était notre interprète. Ça faisait bien des années qu'elle faisait ça. OK. Elle aidait les aveugles comme ça. OK. Alors, au printemps, j'avais 22 ans, je suis partie avec elle pour aller me chercher un chien guide. Hi. Ça a été un peu difficile parce que j'étais vraiment loin de mon pays, finalement. Là, c'était vraiment oui. aux États-Unis. Mm-hmm. J'étais un peu dépaysée, mais avec elle, ça allait bien. Puis, je me suis fait des copines, ceux qui allaient chercher d'autres chiens aussi. Nous étions 4 par chambre, puis on avait beaucoup de plaisir. Puis, je suis revenue avec une belle petite Golden. J'étais bien heureuse, mais il n'y avait pas de suivi dans ce temps-là. Après, on a donné notre chien, puis pars avec, puis arrange-toi là. Ben, c'est ça, là, Comme parce ça. que vous retourniez loin aussi, là. Ça fait C'était que- trop loin, c'est ça. Mhm. Les entraîneurs ne pouvaient pas venir nous aider. Ben non. Il y avait la dame qui venait, qui était interprète. Elle, ça faisait longtemps qu'elle avait des chiens. Fait que quand on avait des problèmes, on l'appelait, puis elle nous conseillait. OK. Mais elle ne pouvait pas venir directement parce qu'elle était aveugle elle aussi, là. C'est ça, elle pouvait vous le conseiller verbalement, dans le fond. Justement. Mhm. Oui. Mais Puis, ça a été bien quand même avec votre chien? Est-ce que ça a été une belle expérience? Ah oui, j'ai eu 3 années de bonheur avec cette chienne-là. Elle était vraiment formidable. Je me promenais partout avec elle, puis j'ai vraiment apprécié d'avoir un chien. Puis, parce qu'à ce moment-là, j'avais quitté Nazareth à 22 ans. Puis là, j'étais allée vivre avec une de mes copines de Nazareth en appartement. Mais à l'âge de 25 ans, j'ai dû subir une chirurgie parce que mon spécialiste pour les yeux, j'avais un spécialiste à Montréal que lui avait découvert que je faisais du glaucome, Ah, qui n'avait jamais été découvert finalement dans mon enfance. c'est ça. Puis là, il était trop tard pour faire quoi que ce soit, sauf qu'il m'avait prescrit des gouttes, puis des pilules à prendre aussi, parce que ma pression était haute. Et lui m'avait conseillé une chirurgie pour réparer le strabisme nystagmus. Et j'ai accepté parce que je me disais du côté visuel, pour les gens qui me voyaient, ça, lui il m'avait dit que c'était pour l'esthétique. Là, c'était vraiment pour améliorer le regard des autres vers moi. OK. J'ai accepté, puis finalement, j'ai été opérée, sauf que quand je suis revenue, ma copine en question, elle m'avait mis dehors. Bon. Tout de suite après être sortie de l'hôpital, elle a dit, je te mets dehors parce que c'est une de mes amies qui te remplace. Va falloir que tu trouves un appartement qu'elle habitait seule avec ton chien. Hey, ça jouait Fait que rough c'était, quand même. Vous n'avez pas été chanceuse. Non, c'est des épreuves que je devais traverser, là, puis je vais traverser ça avec mon chien. Ils m'ont aidé à trouver mon appartement, par exemple. J'habitais pas loin de l'hôpital Jean Talon. Puis quand j'ai vécu avec elle, c'était pas loin de la rue. Moi, je me souviens pas exactement où. Mais c'était pas proche de l'hôpital. Il fallait que j'apprenne tous mes trajets à nouveau, tout ça. C'est ça. Fait que là, je suis partie aller dans un petit 1,5. J'ai habité là pendant 1 an. Sauf qu'il est arrivé encore quelque chose pendant cette année-là. Il y a un monsieur qui... Moi, j'allais au parc à côté de l'hôpital Jean Talon. Il y avait un grand parc. Puis j'allais faire les besoins de mon chien là. J'avais pas le droit près de l'édifice où j'habitais, là, l'immeuble. Alors, j'allais au parc avec mon chien 4 fois par jour. Puis, un matin, je suis allée avec mon chien. Puis, il y a un monsieur qui me surveillait probablement. À un moment donné, il est venu me demander si mon chien était dangereux. Puis, nous autres, il nous disait, on dit pas qu'il est dangereux parce que les gens vont en avoir peur. Fait que je dis non, il est pas dangereux. Alors là, le monsieur, ce qu'il a fait, c'est que moi, j'étais proche d'une forêt, là, comme.
Alors, il m'a poussé vers la forêt, il a attrapé le chien par le collier, il a commencé à l'étrangler, puis moi, il m'a pogné par l'autre bras, puis il essayait de m'embrasser, puis il voulait me violer. Oh, boy. Oui, fait que ça n'a pas été, j'ai eu la peur de ma vie, là, vraiment, là. Puis c'est un monsieur qui sentait la boisson, puis il était assez costaud, assez fort. Puis une chance, par bonheur, j'ai eu une dame qui habitait dans un bloc appartement pas tellement loin, qui m'a entendu crier au secours. Elle est sortie, puis elle m'a crié, voulez-vous que j'appelle la police? Au moment qu'elle a dit ça, le monsieur m'a lâché, il a lâché mon chien qui était après tuer, là. Puis il s'est sauvé. Puis moi, je suis partie avec mon chien, puis j'ai dit à la dame, non, appelez pas la police, j'avais tellement peur, là. J'étais tellement sous le choc que je ne voulais même pas qu'elle appelle la police. Oui, ben de toute façon, le monsieur s'est sauvé, puis... Ben c'est ça, fait que moi, je suis rentrée chez moi avec mon chien, puis j'ai resté enfermée 3 jours dans mon appartement avec mon chien. Je sortais juste pour les besoins, puis j'allais vraiment pas loin, puis j'avais tellement peur, là, que je rentrais tout de suite après, puis je retournais pas dehors, là. C'était vraiment juste pour les besoins. OK. Puis j'en ai parlé avec la dame qui s'occupait finalement des chiens guides. Alors à ce moment-là, elle m'a conseillé d'appeler la police quand même. Puis il y a un détective qui était venu chez moi, j'avais tout expliqué. Puis lui, il a surveillé le coin, puis il a découvert que le monsieur, il me suivait encore. Alors il est venu me voir, puis il m'a dit, vous seriez mieux de déménager, c'est trop dangereux. Puis nous autres, on peut pas l'arrêter parce qu'il va plus vers vous, mais il vous suit. OK, il vous spottait quand même encore, là. Oh oui, il me spottait tout le temps parce qu'il savait que je voyais pas, hein. Fait que c'est sûr qu'il me spottait. Fait que là, moi, je suis partie de là, je suis déménagée sur la rue Sherbrooke. J'ai été 3 ans sur la rue Sherbrooke, dans l'Est. Et je dois dire que quand j'étais pas loin de l'hôpital Jean Talon, j'ai commencé à suivre des cours qui se donnaient à ce moment-là. C'était un organisme qui s'appelait Son et Lumière pour les aveugles. OK. Et j'allais là à tous les jours. Je faisais 1 heure et demie de trajet en métro-autobus. Puis on avait plein de cours relations humaines, Croix-Rouge, Ambulance Saint-Jean, des cours d'artisanat, plein de choses comme ça. Puis on avait de la danse, on avait des repas. C'était vraiment agréable. Ce temps-là, il a été vraiment, vraiment le fun, là. Sauf que j'apprenais pas plus à écrire et à lire, par exemple. Je savais la base, mais pas plus que ça. OK. Puis j'ai fait, finalement, je suis restée 3 ans à cet endroit-là et j'ai connu mon conjoint là. J'ai rencontré un monsieur qui était handicapé visuel aussi. OK. Et puis 2 ans après, en 1980, je crois que c'est ça, en 80. En 80, on s'est rencontrés. En 82, on s'est mariés. OK. Hey, c'est quand même un beau dénouement. Oui. Et 1 an après, j'ai eu un bébé. J'ai eu une petite fille. OK. Oui. Est-ce que là, vous étiez encore à Montréal? Oui. Ben là, à ce moment-là, quand on s'est mariés, on habitait à Longueuil en appartement. OK. Et à peu près, je crois que c'est 2 ans après, on a acheté une maison à Laval-des-Rapides. OK, donc là, sur la rive nord. Oui, c'est ça. Puis, j'ai eu un autre enfant en 85, une autre petite fille. OK. Sauf que en 86, j'ai subi une hystérectomie, puis j'ai failli mourir parce que j'ai fait une hémorragie interne. J'ai eu très peur de laisser mes filles orphelines, mais on m'a sauvée quand même, là, avec des transfusions de sang, puis j'ai eu des infirmières privées aussi, là, parce que l'hôpital était un peu dans le tort là, de ce qui m'était arrivé. Fait que ils se sont sentis coupables, fait qu'ils m'ont donné tous les services qu'il fallait. J'ai même eu 1 semaine de repos dans un hôpital de repos avant de retourner avec mes filles. OK. Puis, après ça, 1 an plus tard, j'ai dû subir une opération à la colonne vertébrale suite à l'accident que j'avais eu à l'âge de 4 ans. C'est ce que le médecin a dit. Je m'étais vraiment blessée au dos.
Puis là, c'était soit le fauteuil roulant ou la chirurgie. J'avais le choix entre les deux. Oh. Alors, j'ai dit, je vais prendre la chirurgie. Franchement, ça me tente pas un fauteuil roulant en plus, là, avec des non, enfants. c'est clair. Avec Fait un que problème c'est ce de que j'ai vision, puis tout, là, ben non. Oui. Puis on avait une belle petite maison. J'avais fait un jardin. J'avais des fleurs. J'avais des légumes, tout ça dans la cour. On avait une piscine creusée. Moi, je savais pas nager à ce moment-là. Je savais nager à ce moment-là, mais pas mes enfants. Mais c'était vraiment agréable, cette petite maison-là. Ouais, c'est un beau Mais petit en coin. 1900, 7 ans après le mariage, on s'est séparés. OK. Puis on a vendu la maison. Puis moi, j'étais allée vivre presque 1 an à Montréal. C'était à quel endroit? Je me souviens pas de l'endroit. Je sais que c'était à Montréal, dans des gros blocs appartements. Puis ma fille a commencé à ce moment-là à aller en première année. Et j'avais très peur pour elle parce qu'elle devait y aller toute seule. J'allais la conduire à l'autobus, mais j'étais quand même inquiète. Puis à un moment donné, je parlais de ça avec mon père qui m'avait jamais parlé. Finalement, il avait commencé à reprendre contact avec moi quand j'ai eu la maison puis que j'ai eu ma première fille. Il était venu voir ma fille au baptême, puis il l'avait pris dans ses bras, puis ça m'avait beaucoup émue. Puis il avait commencé à me parler un petit peu plus. Avant, il m'avait jamais parlé. Mais là, quand il a vu que j'étais mariée, que j'avais des enfants, ça avait été différent un peu. OK. Mais pas pour longtemps, parce que lui, il m'a conseillé de revenir à Rouen puis d'aller habiter dans sa maison, parce que lui, il s'en allait vivre avec sa blonde. C'était fait une blonde. Ma mère est décédée 3 jours après mon mariage. 3 jours après mon mariage. À mon mariage, j'étais mourante. OK. Fait que ça a été des moments de joie et de peine en même temps. Ben là. oui, Ça a je été comprends. difficile. Mhm. Puis après ça, je suis allée vivre dans la maison de mon père avec mes filles et je recevais aux fêtes, même l'été, souvent je faisais des soupers, j'invitais tous mes frères, mes belles-sœurs, les enfants à manger chez moi parce que ma mère m'avait pas appris à faire à manger, mais je l'avais appris un petit peu dans les instituts que j'avais fait. Puis je l'avais appris par ma belle-mère aussi, qui m'a appris à faire à manger beaucoup. OK. Puis je m'étais développé beaucoup de trucs par moi-même aussi. Là, quand on voit pas, on développe des petits trucs là. Fait que puis j'avais eu pas mal d'aide aussi des centres de réadaptation. Ils étaient venus m'aider pour adapter la maison, puis ils m'avaient aidé pour les enfants. Puis j'avais eu de l'aide aussi du CLSC pour les petites quand elles étaient bébés, là. Mais je m'étais débrouillée pas mal seule par la suite. OK. Mais je recevais ma famille. Mais vous aimiez ça? Vous aimiez ça, recevoir, faire de la... Beaucoup. Oui? Oui, beaucoup. Mais après, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait une dépression qui a duré 3 ans. Parce que j'étais revenue à la maison et là, mes frères et ma sœur, ils venaient me voir, mais ça n'avait pas changé, là. C'était pas mal froid, puis ils voulaient pas trop s'occuper de notre vie à nous, moi puis les filles. Puis mon père encore moins, fait que je me suis retrouvée encore seule, mais cette fois-là avec 2 jeunes enfants. Ma fille avait 6 ans, puis l'autre, elle avait 4 ans là, à ce moment-là. Il y avait seulement 2 ans de différence, fait qu'il fallait que je me débrouille toute seule. Ça fait que, puis en plus, j'avais la DPJ qui était sur mon dos. La DPJ est entrée dans notre vie. Je peux pas vous expliquer pourquoi, puis pourquoi qu'on a été mariés seulement que 7 ans, mais il est arrivé quelque chose de grave qui a fait que j'ai fait un gros choc émotionnel. Ça l'a pas aidé pour ma dépression non plus. Ça fait que ce qui est arrivé, c'est qu'on a été suivis par le DPJ, mais par une travailleuse sociale qui était vraiment pas bonne, là. Elle s'est arrangée pour finalement pour nous faire comprendre que, surtout à moi, que je demandais trop à mes filles. Je ne demandais presque rien, mais je me débrouillais pas mal seule. Mais encore, elle mettait ça sur mon dos parce qu'elle disait tu es handicapé visuel, tu peux pas t'occuper de tes enfants, on va les placer. Oh. Fait que c'est ça qui est arrivé. Elle a fait placer mes filles le temps que j'étais en dépression, mais c'est un peu à cause d'elle parce que
elle me mettait toutes sortes de choses en tête, là. Tu seras jamais capable de t'occuper de tes enfants, tu seras jamais capable de, tu sais pas lire, tu sais pas écrire, tu pourras pas les aider à l'école, puis plein de choses comme ça, là. C'est ça, c'est elle qui mettait des barrières. Là. Oui, elle en a mis beaucoup. Mhm. Alors là, à ce moment-là, ben, j'ai été 3 ans à faire l'hôpital, la maison. J'avais des bouts, j'avais des enfants, d'autres bouts, je les avais pas. Et après, ben, j'ai réussi à finalement sortir de cette dépression-là. Puis, je suis allée... voyons, j'ai perdu le fil. Après la dépression, j'ai fait une course avec la Fondation Mira, une course d'auto. Ah oui, ça commençait, ça, là. Oui, j'ai vraiment apprécié ça. Je n'avais jamais conduit d'auto, puis j'ai vraiment trouvé ça bien fun, là. Une belle Mais expérience. je l'aurais pas refait après, par exemple, parce que non, c'était quelque chose, là. Puis après ça, ben j'ai habité en appartement avec mes enfants. Mes enfants, ils sont revenus avec moi en 96. Et jusqu'en, je sais plus en quelle année, en 94, 95, là, j'avais pas l'INCA, mais le centre de réadaptation qui ont commencé à m'aider parce que ça a commencé en 94, je crois, à Rouen. Il y a eu un centre de réadaptation. Fait que là, j'avais des cours de mobilité. J'avais aussi une dame qui venait m'aider pour les adaptations à la maison. Puis, c'est eux autres, finalement, avec une de mes copines, qui m'ont encouragée à aller à l'école. OK, ça que là, vous avez eu plus d'aide, mais dans la région, là. Oui, c'est ça. Ben, après, beaucoup plus après, là, c'est en 94 que j'ai commencé à avoir de l'aide, puis que j'avais une copine qui était enseignante, fait qu'elle m'a encouragée à aller à la commission scolaire puis faire une demande pour aller aux adultes. OK. Puis j'étais pas loin de la quarantaine dans ce temps-là, là. Puis là, même mes enfants m'encourageaient à retourner à l'école puis essayer d'apprendre tout ça, apprendre à lire, à écrire. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé aux adultes. J'ai fait 2 ans. C'est ça, 2 ans. Non, j'ai fait 4 ans à l'école des adultes et j'ai gagné une bourse de Jeanne Sipiotte. Oui. Une bourse d'études de 500 $ parce que j'avais raconté mon histoire avec l'aide de mon enseignante, puis j'ai gagné la bourse pour pouvoir poursuivre mes études. OK. Mais ce qui est arrivé, je commençais à avoir des gros problèmes. J'avais toujours eu depuis ma chirurgie des problèmes de dos, mais là, j'ai commencé à avoir des problèmes de tendinite aux 2 bras. J'ai dû subir des chirurgies pour ça. Puis, à ce moment-là, j'ai été obligée de laisser l'école après 4 ans. OK. Parce que, de un, je commençais à avoir beaucoup de problèmes à travailler sur la visionneuse et l'ordinateur. Et aussi parce que le bien-être social, j'étais sur l'aide sociale à ce moment-là. J'avais de temps en temps de la pension alimentaire, d'autres bouts, j'en avais pas. Fait que je devais me débrouiller avec l'aide sociale. Et ils m'ont coupé l'aide sociale pour les études parce qu'ils m'ont dit que c'était trop long. Ça me prenait trop de temps. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est un secondaire 1 en français en 4 ans. Ça qu'encore là, ils vous ont mis un petit peu de bâton dans les roues, là. Oui, c'est ça. Ils m'ont laissé tomber eux autres aussi. Mais au moins, j'ai pu avoir mon secondaire 1 en français. Puis, si j'aurais voulu continuer en secondaire 2, ben la classe était au 2e étage. Il n'y avait pas d'ascenseur. J'avais beaucoup de problèmes avec les escaliers à cause de mon dos. Fait que je pouvais plus continuer. C'était un autre obstacle, là. Puis, financièrement, j'avais pas les sous pour payer non plus. Fait que j'ai été obligée de laisser mes études. OK. Puis là, je me suis tournée vers le marché du travail. En 89, j'ai commencé à travailler. Ça s'appelait Manitex. C'est un endroit où on faisait de la couture. Puis moi, j'en avais fait toujours un petit peu parce que j'avais eu des cours par des amis qui étaient couturières. Puis j'avais développé des techniques à moi pour faire de la couture. Puis je faisais même des vêtements. OK. Alors, j'ai travaillé là durant 7 ans.
à cet endroit-là. J'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé mon expérience et j'avais changé de chien. C'est sûr que j'ai pas gardé le même chien parce que j'ai eu un autre chien, j'ai eu une petite labrador quand j'étais à Montréal. Je l'ai eu 12 ans. Je l'avais pendant que j'étais mariée. Mais à un moment donné, j'ai dû la faire euthanasier. Elle avait 12 ans et elle était malade. J'en ai eu un autre par la suite. C'était encore une Golden. Je l'ai eu pendant 12 ans elle aussi. Puis c'est ça, quand j'ai commencé, c'est-à-dire avant de finir mes études, j'ai encore changé de chien guide parce que elle aussi, j'ai été obligée de la faire endormir parce qu'elle était malade. C'était très difficile à chaque fois. Là, pour moi, oui. ça me déchirait le cœur. Puis là, on m'a donné un beau labernois. Il était vraiment beau. Puis je l'ai eu 13 ans. Mais lui, il était extrêmement intelligent. C'était incroyable. Et je pouvais aller partout avec lui. J'avais aucun problème, là. Puis j'ai toujours emmené mes chiens partout avec moi, là, aux études, à l'hôpital, peu importe où j'allais, mon chien m'accompagnait. Puis, c'est ça, j'ai travaillé durant 7 ans. Puis pendant les 7 ans, j'ai réussi à me ramasser des sous. Et j'ai des amis qui m'ont prêté le fonds pour m'acheter une maison. OK. Et je me suis acheté une maison pas loin de... c'était la paroisse Sainte-Bernadette qu'on appelle la Rouyn-Noranda. OK. Puis j'ai eu ma maison durant 9 ans. OK. J'ai adoré ça. Puis je faisais encore du jardinage à ce moment-là. C'est moi-même qui peignais les galeries puis les escaliers. J'étais encore capable, mais de moins en moins à cause de mes problèmes physiques. Et puis pendant un hiver dans ce temps-là, à ce moment-là, là, j'ai eu un accident parce que mon chien est à la retraite. Mon chien que j'ai eu 13 ans, il était à la retraite à l'âge de 10 ans. Puis j'ai eu un accident parce que j'avais un autre chien guide, mais lui, je devais l'attacher parce qu'il sauvait. Puis il y avait une chaîne pour l'attacher. Puis à un moment donné, il a tourné la chaîne alentour de mes pieds, puis il y avait de la glace cette journée-là. Il est parti à courir, je suis tombée sur le dos, je me suis fracturé le poignet, mais avec le déplacement des os, là, c'est vraiment une grosse chute que j'ai faite. Puis j'ai dû être opérée à Amos. On m'a mis des vis avec des plaques avec des vis dans le poignet. J'étais dans le plâtre. Puis, mais après, on m'a même pas fait faire de physio. Okay. Mes doigts sont restés croches. Ça fait que puis un peu avant ça, là, avant que j'achète ma maison, j'étais de plus en plus malade physiquement, puis j'étais toujours fatiguée. Puis là, le médecin qui me suivait m'a fait voir un médecin clinique de douleur parce qu'il trouvait que ça n'avait pas d'allure, que j'avais trop de douleur. Dans ce temps-là, il ne comprenait pas ça. Il disait que c'était dans la tête qu'on avait mal. Souvent, ils ont découvert, c'est ça, le spécialiste qui m'a suivi, lui était spécialiste en fibromyalgie. Il m'a fait passer les tests, il m'a dit qu'effectivement, je faisais de la fibromyalgie sévère. Et à ce moment-là, c'est lui, à un moment donné, qui m'a demandé d'arrêter de travailler parce qu'il disait que je n'étais plus capable. Je devais prendre des narcotiques assez puissants. Puis il voulait que j'arrête parce que là, il disait que je n'étais plus capable de continuer, là, que c'était dangereux pour ma vie même, là. OK. Fait que j'ai été obligée d'abandonner mon travail. Ça a été tous des deuils à traverser assez difficiles, mais je remontais la côte assez facilement. Et là, bon, ça fait que là, vous avez cessé votre travail. Puis, comment vous avez réussi à vous occuper pour pas trop penser à ces deuils-là? Après le travail, je me suis occupée de ma maison. Je prenais des pensionnaires. C'est moi qui faisais les repas à mes pensionnaires. J'en ai pris quelques années. J'ai vécu 9 ans dans ma maison. Ça allait bien quand même. J'avais un de mes frères qui venait m'aider pour les travaux plus d'hommes, là, les réparations de la maison, l'entretien. Je devais déneiger, puis passer la tondeuse l'été. Puis moi, j'étais pas en état de le faire, étant donné que ma condition physique diminuait de plus en plus. Ouais. Puis j'avais même eu un fauteuil roulant pour les longs déplacements, parce que je pouvais pas marcher longtemps. Ça, j'ai trouvé ça encore difficile parce que moi, j'ai marché beaucoup dans ma vie avec mes chiens. J'adorais ça.
Puis après ça, je suis partie de ma maison. Je suis allée vivre en appartement après avoir vendu ma maison. Et j'ai eu un autre chien guide parce que le mien était décédé. Puis l'autre que j'avais eu après, je l'ai eu seulement 9 mois parce que elle m'avait fait fracturer le poignet. Fait que moi, j'ai dit à Mira, reprenez-la, celle-là, là, ça va pas avec moi du tout. Parce qu'en plus, ça faisait des fugues. Oh non. Fait que ils l'ont repris. Puis on m'a donné un autre chien, une belle, c'était un bouvier bernois. Un mâle bouvier bernois. Lui, je l'ai eu pendant 7 ans. Et là, j'ai vécu 1 an en appartement à Noranda. Et après, ma fille s'est construit une maison avec son conjoint. Puis, je suis allée vivre avec elle. Parce que la maison était tellement grande, elle avait fait faire un loft pour moi. OK. C'était annexé à la maison. C'est une maison bigénérationnelle. Oui. Et j'ai habité là pendant 2 ans avec elle, mais elle s'est séparée de son conjoint. Fait que là, j'ai dû repartir de là, aller vivre en appart. Et j'avais l'aide du CLSC pour les intrépides du CLSC pour le ménage chez moi parce que j'étais plus capable. J'étais plus en condition de le faire. Mes filles étaient parties de la maison depuis longtemps. Elles étaient parties aux études. Ma fille, ma plus vieille, est restée à Montréal, puis finalement, elle demeure maintenant à Laval. Elle a 2 enfants, elle est mariée. Mon autre fille, elle demeure à Rouen, mais avec un autre conjoint, puis elle aussi, elle a 2 enfants, 2 petites filles. Ça fait que, à ce moment-là, je suis retournée en appart, puis j'ai eu le même propriétaire. J'ai changé 3 fois d'appartement avec lui, mais j'avais toujours le même propriétaire. OK. Ça a très bien été avec lui. Puis, après 7 ans, ma chienne est décédée, mon chien plutôt. Et c'est allé en chercher un autre. Puis là, j'ai un labernois. Je l'aime beaucoup. Ça fait 4 ans que je l'ai. Et quand j'ai quitté les appartements, j'ai été acceptée dans un HLM. Et maintenant, j'habite un HLM. OK. Oui. Maintenant, je ne peux plus faire grand-chose, mais j'ai commencé des cours cette semaine en informatique. J'ai commencé un cours aussi pour mon cellulaire parce que je ne savais pas comment fonctionner avec ça. Un iPhone? Cours, oui, un iPhone. Ben oui. Fait que c'est M. Savard qui me donne les cours. Ah, de l'INCA? De l'INCA, des cours d'informatique Oui. et des cours pour mon cellulaire. Ah, c'est merveilleux quand même hein, que vous puissiez oui. à distance. Hein, c'est ça l'avantage des cours à distance aussi. Oui, c'est ça. Fait que je continue, mais c'est sûr que je peux en faire un peu moins qu'avant. Mais j'ai toujours le goût d'apprendre, alors je vais continuer. Je suis rendue à 68 ans et maintenant je vais à l'Association pour handicapés visuels, je fais des activités avec eux. Je suis dans le parrainage civique aussi, je fais aussi des activités avec eux autres. Puis je vais continuer ma petite vie tranquillement comme ça et je garde de temps en temps mes petites filles qui sont à Rouen. Je vais voir mes enfants à Laval de temps en temps, 1 fois par année. C'est sûr qu'avec le COVID, ça l'a ralenti beaucoup. Là. Ça a changé beaucoup de choses dans nos vies, hein? Beaucoup, oui. Mais je suis contente là, de pouvoir reprendre mes activités puis faire suivre des cours. Fait que c'est un peu l'histoire de ma vie. Et vous avez dit quand même quelque chose de très, très important. Ben, plusieurs choses dans toute l'entrevue, mais bon, vous êtes capable d'en faire un peu moins, mais l'important, c'est de faire à notre rythme, hein, de faire des choses qu'on aime, puis de se tenir occupé. Hein, c'est ça le parce but. Que c'est certain qu'avec la maladie de la fibromyalgie, j'en perds à chaque année. Fait que comme mon chien, je peux plus m'en occuper autant. Je peux aller marcher, mais des petites marches avec lui. Mais c'est mon 9e, là, chien guide. Hey, quand même, mais c'est tout un bel historique. Et puis... oui. C'est 45 ans, bientôt 46 de chien guide. Ben, c'est ça, là. Puis, moi, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire, là, comparé à une canne, là, pour une personne qui vit seule, là. Surtout que j'ai des handicaps physiques avec ça. Ça m'aide beaucoup, beaucoup, mon chien. Beaucoup plus.
Ben oui, J'ai même une canne qui est accrochée à mon bras pour me déplacer parce que j'ai des problèmes d'équilibre. Fait que c'est pas du tout la même chose, là, un chien qu'une canne blanche. C'est très, très différent. non, c'est pas du tout pareil. Je pourrais plus me déplacer juste avec une canne maintenant. Un chien, ça demeure quand même un être vivant, là, qui... Oui, c'est ça. Fait que c'est aussi une bonne thérapie, une bonne zoothérapie en même temps. Oui, mais c'est une présence aussi, là. C'est pas... Oui, c'est ça. Hein, on dit souvent la canne blanche, on la met dans le garde-robe, on la met dans le sac à dos, tandis que le chien, ben, ça reste Justement, un animal lui, il est toujours vivant. près de nous, toujours présent. Et- Il y a des bouts qui sont difficiles à passer avec la maladie, mais il est Oui. toujours là pour m'aimer puis m'aider. Fait que Toujours content d'être avec vous. toujours, oui. Ben, en tout cas, moi, je suis très content de vous avoir parlé aujourd'hui parce que vous nous avez démontré que d'avoir du caractère, de tenir à ses idées aussi, de démontrer, c'est nous qui savons ce qu'on veut puis ce qui est bon pour nous. Oui. Puis il faut des fois insister un peu auprès de certaines personnes, mais ça vaut la peine quand même. Ça vaut, c'est nous qui devons des fois pousser puis oui, certain. insister. Mais ça donne un résultat quand on est persévérant. Ça fait que moi, c'est ce que je retiens de notre entretien aujourd'hui. Puis je suis sûr que ça va inspirer plein de gens. J'espère que ça va pouvoir aider les jeunes à poursuivre leurs buts puis leurs rêves. Parce que moi, mes rêves, j'ai passé le plus possible. J'ai essayé de les atteindre. J'en ai atteint plusieurs, peut-être pas toutes, mais quelques-uns. Et des rêves, tout le monde en a, peu importe les époques où on est né, peu importe, même l'époque de notre vie, on a toujours des rêves, des espoirs, puis des choses à réaliser. Oui. Un gros merci, Madame Gagnon. Ça m'a fait plaisir. Bonne fête de soirée à vous. Merci. Bonsoir. Au revoir. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!